En manchette ce soir, fini la vaccination pour les enfants à Sainte-Terre. La restructuration du service ne fait pas l'affaire de tous. Première politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer. Et nouveau quota pour limiter le nombre d'étudiants étrangers. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Ce soir, on commence en santé puisque la pénurie d'infirmières force une restructuration des services offerts aux jeunes, principalement à Sainte-Terre. Les explications d'Alexis Dumont. À compter du 21 mars prochain, les services de vaccination actuellement offerts aux nouveau-nés à Sainte-Terre seront transférés du côté de Val-d'Or, un scénario qui ne laisse pas sans crainte. Oui, ça a un impact de fermer des services comme ça parce qu'encore une fois, on vient effriter les services de proximité. C'est sûr, quand on voit des choses comme ça, c'est toujours préoccupant. La FIC-CISAT s'inquiète de revivre le même scénario que 2021 où des services en santé avaient aussi été relocalisés. On s'éloigne de plus en plus des services de proximité et on centralise le tout dans les grandes villes. Donc, c'est sûr que c'est difficile à accepter des situations comme celle-là. Je pense qu'on n'a pas à être traité différemment justement parce qu'on décide d'habiter dans une région éloignée puis que la pénurie de main-d'œuvre, des fois, elle a le dos large aussi. Je pense qu'il faut se mettre en action, trouver des solutions. Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne par un comité citoyen et au moment où je vous parle, on parle d'environ 500 signatures. Selon les informations que le CISAT aurait transmises à la mairesse Nataliane Pelchat, ce transfert serait temporaire. Ce que Mme Roy me spécifiait hier, c'est qu'il va falloir attendre quand même quelques mois parce que, tu sais, avec l'arrivée de Santé Québec, avec les coupures budgétaires qu'ils doivent faire, bien, c'est toutes des analyses qu'ils sont en train de faire. C'est sûr qu'on est un petit peu à s'acharner sur le site pour dire oui, mais c'est quoi les dates, c'est quoi les délais, c'est quoi la vision de Santé Québec. Tu sais, c'est un peu tout ça qu'on veut savoir. Mais celle-ci affirme demeurer en contact constant avec le CISAT. On travaille en collaboration avec le CIS justement pour travailler en amont. On ne veut pas être en réaction puis dire « on a perdu un service, on a perdu un service ». C'est sûr que c'est pas ça que la population veut. Puis on veut pas, on veut dans le fond le même service pour notre population qu'ils ont partout ailleurs. Là. Le CISAT n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. L'organisation mentionne cependant que les enfants bénéficiant de suivi particulier ou en situation de vulnérabilité pourront toujours continuer de recevoir des services à Sainte-Terre. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Sainte-Terre. Et toujours en santé, Québec a annoncé une première politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. C'est la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, qui en a fait l'annonce. Un reportage d'Olivier Morin. Suite à une hausse de la prévalence de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs, le gouvernement québécois annonce une première politique québécoise sur la maladie. Il y a un vieillissement qui est accéléré de la population actuellement, des grands changements au niveau de notre démographie. Mais au moment où on se parle, il y a 150 000 personnes qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Fait que c'est quand même important, c'est un nombre de personnes souvent assez âgées qui ont besoin de services, qui ont besoin que leur entourage et leurs proches aidants soient bien outillés pour faire face à la maladie. 2000. C'est le nombre de personnes qui vivent actuellement avec un diagnostic d'Alzheimer seulement ici dans la région. Un chiffre qui est appelé à doubler d'ici les prochaines années, selon le directeur général de la Société Alzheimer d'Abitibi-Témiscamingue. On est un peu comme à l'image du Québec, on a une population qui vieillit, on a même la MRC d'Abitibi et la MRC du Témiscamingue, où est-ce que le ratio du nombre de personnes âgées par rapport à la population est particulièrement élevé. Donc oui, on peut s'attendre un peu au même phénomène dans notre région. Guillaume Parent voit donc la mise sur place de cette nouvelle politique d'un bon œil. On est très heureux des axes qui apparaissent dans la politique, qui sont beaucoup en lien aussi avec ce que les sociétés Alzheimer font depuis maintenant 30-40 ans. La politique se divise en 5 grands axes comme la recherche et l'innovation. Comme la région ne dispose d'aucune chaire de recherche scientifique en lien avec les troubles neurocognitifs, on mise ici sur d'autres expertises. Si on pense à la chaire sur les petites collectivités, vont quand même à ce moment-là faire des études pour s'assurer justement comment on peut desservir les gens, même en milieu rural, comment on peut s'assurer de rejoindre la population, peu importe leur lieu de résidence et tout ça. Donc, c'est plus de ce côté-là. Puis c'est sûr que les sociétés Alzheimer, il y a quand même beaucoup de programmes de recherche qui sont provinciales. Donc, nous, on diffuse l'information aussi auprès des personnes qui sont touchées par les troubles neurocognitifs. Nous, ce qu'on veut, là, c'est qu'on demeure à Gaspé, qu'on demeure à Val-d'Or,
qu'on demeure à Montréal, qu'il n'y ait pas de différence dans l'offre de services pour les personnes qui ont un diagnostic d'Alzheimer. Le directeur général de la Société Alzheimer d'Abitibi-Témiscamingue mentionne que le plan d'action et ses détails en lien avec la politique visant à la réalisation des 5 axes sera connu d'ici l'automne. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous été touché de près par la maladie d'Alzheimer? » Vous avez répondu oui à 66 %. Dans le secteur de l'éducation supérieure, le gouvernement du Québec vient d'imposer un décret d'1 an pour limiter le nombre d'étudiants étrangers sur le territoire. Donc, Félix, quelles seront les répercussions ici dans la région? Eh bien, l'UQAT, pour sa part, pense que le décret déposé aujourd'hui par Québec pourrait limiter leur expansion, surtout pour ce qui est du 2e et 3e cycle, où il y a une part importante d'étudiants étrangers pour tout ce qui est la recherche et le développement. Le recteur de l'université, Vincent Rousson, pense aussi que l'initiative peut affecter le financement de certaines universités. Et ce dernier pense aussi que la mesure proposée par Québec peut ternir la réputation du Québec à l'international pour ce qui est des études à l'étranger. Actuellement, toutes les universités, avec tout le battage médiatique du projet de loi cet automne 74, mais là, de son adoption en décembre et de l'annonce des quotas, fait en sorte que les étudiants étrangers, en fait, le message que là, nous, on reçoit et qu'ils reçoivent, c'est bien, venez pas étudier au Québec, c'est compliqué, vous n'aurez peut-être pas de place, alors allez étudier ailleurs dans le monde. Donc, il y a des baisses importantes pour l'UQAT actuellement, là, jour pour jour, là, c'est tout près de 1000 demandes d'admission de moins que nous avons de la provenant de l'étranger, là. Et du côté du cégep régional, qu'est-ce qu'on en pense? Même son de cloche qu'Émilia, le cégep se dit perturbé par le décret signé aujourd'hui par Québec, surtout que le cégep avait déployé des efforts considérables pour tout ce qui est du recrutement à l'international, comme m'expliquait son directeur général, Danny Mercier. Et ça a créé aussi de l'incertitude, de la fragilité dans le développement de tous leurs programmes qui sont offerts, On l'écoute. Par exemple, si demain, on désire ouvrir une AEC pour des éducatrices à l'international, hein, pour continuer la mission du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui est former de la main-d'œuvre, notamment former de la main-d'œuvre, devrais-je dire, eh bien, on a un plafond qui est mis, qui est pour notre Cégep 10 étudiants. Donc, difficile d'entrevoir là, comment est-ce qu'on peut justement développer davantage à ce niveau-là, en tout cas sur le court moyen terme. Puis ça crée aussi beaucoup d'incertitudes. Donc, quand on regarde, bon, là, on a un plafond qui est octroyé de février à février. Que se passe-t-il pour l'année prochaine, pour l'année d'après? Est-ce que le plafond reste le même? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il augmente? Donc, en termes de prévisibilité, là, on n'est pas super bien enligné. Donc, on va assurément suivre le dossier. Merci, Félix. Je vous en prie. On va maintenant discuter de la fonderie Horn. Selon les informations de Radio-Canada, l'entreprise aurait tenté d'éloigner la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue des études de biosurveillance réalisées à son endroit. Et c'est grâce à des échanges de courriels datés du 15 mai 2024 et obtenus par la Société d'État que la situation a été révélée. Dans un courriel, le chef des opérations cuivre pour l'Amérique du Nord chez Glencore aurait interpellé Mme Marcoux, qui était à ce moment-là administratrice d'État dans le dossier de la fonderie. Il lui aurait donc demandé l'avis du gouvernement sur une demande ultérieure exigeant la mise à l'écart de la santé publique sur toute future étude. En rappelant que cette révélation vient une semaine après que Glencore ait lancé sa propre étude de biosurveillance de l'arsenic. Et ensuite, en habitation, pour l'année 2024, la Ville de Malartic a délivré un total de 365 permis et certificats, donc une centaine de plus qu'en 2023. Et la valeur totale des travaux s'élève à plus de 550 800 $. Ce sont les permis résidentiels qui ont été délivrés en plus grande quantité. Et plusieurs projets majeurs ont contribué à l'augmentation du parc immobilier malarticois, comme l'ajout d'une soixantaine de logements et le projet de campement temporaire pour les travailleurs.
Ailleurs maintenant, les résultats des élections d'hier de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador sont dévoilés. C'est l'Innu Francis Véropol qui sera à la tête de l'Assemblée. Et pour son premier mandat, il succède donc à Ghislain Picard, qui occupait le poste depuis 33 ans. Il s'engage à être une voix unificatrice, à écouter, mais aussi à porter les revendications des premiers peuples avec conviction. Et on le rappelle, c'est une course qui opposait 4 chefs, dont Monique Kistabich de Picogan. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on parle d'un groupe d'activistes qui s'est installé autour du lac Ossisco il y a 40 ans pour dénoncer le statut socio-économique des jeunes. Le mouvement lui-même était attirant, sympathique, mais la situation était critique. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 5 février dernier, Val-d'Or a dévoilé son tout premier plan concerté de développement économique, fruit de vastes travaux menés depuis l'hiver 2024. Guidé par 5 orientations stratégiques, ce plan ambitieux et rassembleur vise à stimuler l'innovation, diversifier l'économie, appuyer la main-d'œuvre, dynamiser le centre-ville et accroître le rayonnement et l'attractivité durable du territoire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et on poursuit le bulletin du côté de Rouyn-Noranda. Je vous ramène 40 ans en arrière, alors que le lac Ossisco était occupé par le regroupement autonome des jeunes. Un village de tentes et de jeunes activistes s'est installé sur le lac gelé, en plein cœur de Rouyn-Noranda. Alexandre Cabana revient sur les événements avec les principaux intéressés. Dans le but de décrier et de dénoncer le statut socio-économique des jeunes, alors difficile, le Rage de Rouyn-Noranda décide de tenter le coup d'éclat avec le projet Moins 30. À la fin des années 60, quand ils ont revisé la loi sur la sécurité du revenu, de l'aide sociale, il y a une discrimination de fait entre les plus de 30 ans et les moins de 30 ans. 15 ans plus tard, bien là, il y a 600 000 assistés sociaux au Québec, il y a 350 000 chômeurs, mais les jeunes de moins de 30 ans ont 140 $ par mois. Mais les plus de 30 ans, il y avait au-dessus de 400 $. 487. Il y avait vraiment un grand décalage. Puis ce qu'on se disait, c'est quand tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir, tu as besoin de vivre, bien, que tu aies 18, 25 ou 35 ans, c'est la même affaire. On ne pouvait pas faire la grève. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est d'alerter la population, de sensibiliser les gens à notre situation, puis c'était l'année internationale de la jeunesse. Fait qu'on dit, c'est ça notre place. Symboliquement, c'était stratégique. Bien, j'ai dit, parce que moi, là, j'en ai plein. Hein? J'ai dit, moi, je m'en vais m'installer avec ma tante sur le lac. Et ça a été présenté au Congrès du Rage. Et là, ça a été accepté de justesse. Et par la suite, on a monté des tentes, on a eu de l'appui, en gros. Et là, ça a décollé. Pendant 12 jours, les jeunes sont demeurés à la vue de tous au beau milieu du lac Ossisco. Plein de groupes communautaires, de la population. On est extrêmement organisés aussi. Là. Puis au niveau national, on avait un appui. Là. Ça, c'est le guide d'accueil du lac Ossisco. Là-dedans, là, on avait toute l'information. On avait un horaire culturel avec des films qu'on présentait, avec des expositions, avec... tu sais, c'était pas juste... C'était pas juste l'occupation en tant que telle, c'était toute une série d'événements. On avait 8 tentes, une poêlette chimique, une génératrice. Et dans chacune des tentes, il y avait un poêle à bois. Ouais, un poêle à bois. Il y a une des tentes, il y avait une télévision, parce qu'on avait rentré la génératrice et puis on éclairait le petit village qui était naissant. Un peu comme peut-être il était Rouen, il y a de ça déjà une centaine d'années presque. Ce qui a commencé à nous déloger, c'est la nature. Le redout. C'est-à-dire, le redout est arrivé et nos tentes étaient trempées pleines d'eau. On marchait dans l'eau d'un tente. C'est plutôt Mère Nature qui nous a mis à la porte. Une expérience inoubliable qui aura finalement porté fruit. Les comparses y reconnaissent un exemple de mobilisation réussie. Tu sais, il y a plein de causes, je pense, qu'il faut vraiment comme s'indigner. Là. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut... encourager, motiver, puis de dire que quand tu te bats, bien, tu peux gagner. Si tu restes isolé, ça va être stérile. Mais si cet événement-là, tu le joins puis tu le partages, tes préoccupations, tes frustrations, avec des amis, un plus grand groupe, le particulier se lie au collectif. Puis c'est là que
ça lève. C'est là que la réalité se transforme. Individuellement, tu n'es pas grand-chose, mais en groupe, tu es tout. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, au Lac-Osisco. Et d'ailleurs, 40 ans plus tard, la Société d'histoire de Rouyn-Noranda organise une soirée causerie ce soir à la bibliothèque municipale et les participants du reportage y seront pour répondre aux questions. En musique, l'auteur-compositeur-interprète Gabriel Côté présentera pour la première fois les pièces de son album Le Grand Chemin devant le public. Il lancera son album le 22 mars à la salle municipale de Palmarol. Et lors du lancement, Gabriel expliquera musicalement son choix de se tourner vers un mode de vie plus simple. D'ailleurs, l'artiste tient à rendre le spectacle le plus accessible possible en offrant les billets en échange de contributions volontaires. Les profits réalisés seront réinvestis dans la communauté par le collectif artistique et culturel d'Abitibi-Ouest. Et c'est l'artiste peintre Marilus Doré qui assurera la première partie du spectacle et créera une œuvre originale en direct. Après la pause, on parle du succès des Astrelles Gaillard du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Restez des nôtres. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au curling, l'équipe des Gaillards du cégep régional a perdu son 4e match au championnat canadien contre les Salt Cougars avec un pointage de 10 contre 2. Pour l'instant, les Gaillards cumulent sur leur fiche 2 victoires et 2 défaites. Et hier, ils ont remporté 9-2 contre les Humber Hawks, les champions de 2024. Le tournoi se poursuit ce soir pour l'équipe à 20h30. Toujours au cégep, les Astrelles Gaillard présentent l'athlète par excellence Blain Industrie de la dernière semaine. C'est la recrue en soccer Esther Arsenault qui s'est vue attribuer ce mérite. Esther a permis au courant du week-end d'intercepter plusieurs passes de l'adversaire afin de relancer l'attaque. Elle est considérée par ses entraîneurs comme une joueuse polyvalente pouvant être autant défensive qu'offensive. Et les citoyens de Malartic peuvent maintenant emprunter gratuitement des patins et des casques pour profiter du patinage et du hockey libre au centre Michel-Brière. La municipalité a adhéré au programme Circonflexe Prêt pour bouger, un programme déployé par Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue pour favoriser une plus grande accessibilité aux loisirs et aux activités sportives. Et dès l'été 2025, il y aura toujours un service de prêt de matériel sportif au pavillon du parc du Belvédère. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, on va se le dire, le soleil d'aujourd'hui, aux allures de printemps, a fait un grand bien. Maintenant, pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, c'est nuageux avec de la neige intermittente. Une accumulation de 2 cm par endroit. Des températures autour de -4 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, ce sera sous les nuages aussi avec -3 degrés. Et ensuite, pour demain, ce sera de la neige en Abitibi. Une bonne accumulation quand même de 5 cm, maximum -1 degré. Et plus au sud, ce sera des nuages avec un petit peu de neige qui va débuter tard le matin. Accumulation de 2 cm. Et pour terminer, c'est des bonnes nouvelles pour vendredi. Pour bien commencer la fin de semaine, il fera soleil partout en région. Quelques nuages au Témiscamingue, -13 degrés au nord et -14 au sud. Donc voilà, ça complète le bulletin de ce soir. Comme toujours, ça a été un plaisir de vous accompagner. On se dit à demain pour le TVA Midi.